Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons reprendre le chemin de notre playlist consacrée aux créatures du monde magique. Après avoir traité dans une précédente vidéo des phénix, certes de manière incomplète mais elle était en lien avec l'histoire de Dumbledore, on vous refera une vidéo sur la symbolique même du phénix, puis dans une autre vidéo nous avions parlé également des sinistres gardiens de la prison. Pour sorciers d'Azkaban, les détraqueurs, nous allons donc désormais nous intéresser à d'autres créatures dont la réputation n'est pas forcément la plus sympathique dans le monde des sorciers, mais qui mérite cependant que nous nous y intéressions quelque peu. Tout d'abord, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que J.K. Rowling a utilisé cette figure des loups-garous très populaire dans les créatures démoniaques pour les incorporer dans son roman, mais là aussi sous une forme pour le moins relativement différente de celle un peu trop commune que l'on peut retrouver dans la littérature et dans la culture populaire. Les loups-garous ne sont pas une invention évidemment de J.K. Rowling, bien entendu. Il nous semble intéressant dans cette vidéo de revenir sur cette légende et ses origines dans notre monde des Moldus. En vérité, l'origine réelle du mythe des loups-garous n'est pas nécessairement quelque chose de très clair à identifier. Elle remonte généralement au XIIe siècle dans sa forme contemporaine, mais on en trouve des traces dans des peintures datant même de l'âge de bronze et dans des civilisations très diverses également qui ne pouvaient être à cette époque en contact entre elles. Il est donc difficile de privilégier une piste plutôt qu'une autre et pourtant ce n'est pas faute que tout le monde cherche la vérité sur ce sujet depuis des siècles. En réalité, personne, que ce soit des anthropologues, des médecins, des enquêteurs ou des spécialistes en art occulte, n'est véritablement capable de se mettre d'accord sur une existence réellement prouvée ou non des loups-garous. Tout juste s'ils réussissent à se mettre d'accord sur une thématique, celle de la lycanthropie. La lycanthropie serait la faculté d'être maléfique possédant les capacités du loup et de l'homme à la fois. En réalité, on s'accorde plutôt aujourd'hui pour dire que ce phénomène pourrait être, et on dit bien pourrait être, une maladie mentale dont les symptômes ont déjà été observés scientifiquement, où une personne se croit changer en loup et agit en tant que telle. On parle dès lors d'une lycanthropie clinique et demeure encore aujourd'hui une maladie mentale peu commune et dont les traitements ne semblent pas aisément identifiables. Alors, avant de retourner dans le monde magique et ses mystères, il est intéressant de revenir très succinctement sur les liens impressionnants au travers de toutes les civilisations entre le loup et les hommes. Souvent craints, souvent combattus, les loups sont aussi associés aux instincts primaires de l'être humain comme la cruauté, la froideur d'esprit et une grande violence. Il y a une forme de fascination, autant de crainte qui a débouché sur de très nombreuses légendes comme par exemple celle de la bête du Gévaudan. Il va sans dire qu'il y a dans chaque légende un fond de vérité. Maintenant, l'observation des loups-garous n'a jamais pu être prouvée, même si une fois encore, il faut bien reconnaître que de très nombreux doutes parcourent encore aujourd'hui la communauté scientifique sur ce sujet. Repassons maintenant dans le fabuleux monde des sorciers créé par notre J.K. Rowling nationale, qui évidemment s'est largement inspiré des mythes et légendes autour de ces créatures fantastiques pour nourrir son roman et ses aventures. Comme souvent dans Harry Potter, J.K. Rowling se refuse à toute stigmatisation d'une espèce en opérant de facto une classification complète, totale et sans nuance dans un camp plutôt que dans un autre. Si les loups-garous sont traditionnellement associés aux forces du mal, en réalité J.K. Rowling fournit également l'antithèse avec le personnage si attendrissant et si extraordinaire qu'est Remus Lupin. Alors que sait-on de l'histoire des loups-garous dans le Wizarding World ? En général, on sait que les loups-garous ont souvent été regardés avec beaucoup de peur et de méfiance par la communauté magique. On peut même parler d'une logique très ségrégationniste qui consistait en fait à les mettre au banc véritablement de la société magique. Cela ne tient pas spécifiquement pour le coup à une répartition entre le bien et le mal ou entre sang mêlé et sang pur, c'est un sentiment plus général, un sentiment partagé par l'ensemble d'une communauté. Alors parfois, il arrive que l'on puisse trouver un original dans le genre Albus Dumbledore qui, comme en son habitude, fait part d'une tolérance immense et d'une compassion sans limite, mais nous y reviendrons. La communauté magique a donc tendance à créer une barrière quasi infranchissable entre eux et les loups-garous, car même sous leur forme humaine, les sorciers semblent considérer qu'ils représentent un véritable danger et seraient par exemple en capacité de transformer un sorcier à tout moment en loup-garou. Il y a donc là une forme de discrimination particulièrement assumée et qui généralement se trouve être particulièrement violente dans la mesure où les loups-garous sont véritablement mis au banc de la société. Pourtant, en 1637, un code de conduite pour les loups-garous avait été mis en œuvre par les autorités magiques pour assurer une sorte de coexistence pacifique dans le monde magique et donner donc le droit aux lycanthropes de mener une vie normale et en échange évidemment de respecter les règles, en somme de ne pas attaquer les non-loups-garous et de ne pas en transformer. Le code imposait un confinement durant les périodes de transmission, mais malheureusement au fur et à mesure du temps, ce code ne rencontrera pas le succès escompté et de moins en moins de loups-garous décideront de s'y plier. Alors, ce phénomène de ségrégation finalement dans la communauté magique n'est pas quelque chose de nouveau et n'est pas lié à une approche sociologique contemporaine du monde magique. C'est le cas depuis
depuis donc de très nombreux siècles, et même, très sincèrement, on peut imaginer même que ça remonte encore plus loin. Mais il est vrai que certaines lois du monde magique ont pu pour le coup venir renforcer les difficultés des personnes atteintes de cette lycanthropie à se faire une place, même bien mince dans la société magique. Et ce fut notamment le cas d'une loi mise en œuvre par la délicieuse Dolores Umbridge lorsqu'elle était secrétaire d'État auprès du ministre de la Magie au début des années 90. On sait le dégoût que lui inspire l'ensemble des créatures magiques et encore plus tout ce qui s'apparente à un être hybride. Elle fera notamment passer une législation anti-loup-garou particulièrement ségrégationniste. Les mesures comprises dans ces nouvelles règles vont entraîner la très grande majorité des loups-garous dans une situation de pauvreté absolument désastreuse, car la majorité des emplois dans le monde magique va finalement disparaître puisque les loups-garous vont tomber dans une grande pauvreté, ne seront plus autorisés à travailler, et donc la mendicité va devenir finalement leur mode de vie, et ça malheureusement c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors parfois ils réussiront à trouver du travail, mais du travail bien en deçà de ce qu'ils pouvaient exercer auparavant. Rémus Lupin par exemple en fera les frais dans la mesure où ce dernier est connu en effet pour être un loup-garou. Il bénéficiera pendant un temps de l'aide de James et Lily Potter avant qu'il ne décède, et ultérieurement c'est Albus Dumbledore qui viendra à sa rescousse en le nommant professeur de défense contre les forces du mal lors de la 3e année de Harry Potter. Alors, il serait erroné de dire que la situation des loups-garous était idéale avant l'adoption des règles mises en place par Dolores Umbridge. C'était déjà une position assez compliquée à vivre. On s'en rend d'ailleurs parfaitement compte dans le fait que personne ne voulait de Rémus Lupin dans sa jeune enfance et dans son adolescence, et qu'il était rejeté absolument par tout le monde. Il aura fallu un Albus Dumbledore, directeur de Poudlard, et sa capacité de tolérance et d'amour sans limite pour mettre en place un certain nombre de dispositions permettant à Rémus Lupin de suivre sa scolarité plus ou moins normalement. Même si Rémus sera protégé par le secret des autres élèves, certains découvrent peu à peu la réalité de sa condition et cela conduit à subir critiques, mauvais traitements et autres colibés. Mais au fait, comment devient-on un loup-garou dans le monde magique? À ce stade, rien ne semble indiquer qu'il s'agisse d'une transmission génétique. En l'occurrence, on sait que Ted Lupin ne sera pas atteint par la lycanthropie de son père. A priori, cette malédiction, que l'on pourrait à grands traits comparer à celle des Maledictus, se transmet uniquement lors de l'attaque d'un loup-garou au moment de la pleine lune, donc sous sa forme de loup. Il arrive parfois qu'un loup-garou attaque un être humain en dehors de cette période de transformation. Dans ce cas, si les blessures ne sont pas trop prononcées, il n'y aura pas de transmission de la lycanthropie. On notera cependant parfois quelques changements de comportement du blessé, notamment dans les habitudes alimentaires, où le sujet est rendu nécessairement plus carnassier qu'à l'accoutumée. Cependant, une victime d'une attaque d'un loup-garou a généralement quand même, il faut bien le reconnaître, très peu de chances de survivre. On comprend donc la méfiance qui peut être celle du monde des sorciers vis-à-vis de leurs congénères lycanthropes. Ils sont perçus dans la très grande majorité des cas comme un danger, ce qui, dans un sens, est vrai, et dans l'autre sens, est quand même parfois un peu exagéré. D'ailleurs, le propre père de Rémus Lupin, Lial Lupin, fut un farouche opposant au loup-garou. Il reverra évidemment sa copine lorsque son propre fils sera mordu par un loup-garou et condamné au sort que l'on connaît. D'autant plus d'ailleurs que l'attaque vécue par Rémus n'est pas sans lien avec les déclarations du paternel. Cependant, comme souvent, J.K. Rowling adresse une fois de plus un message de tolérance même vis-à-vis d'êtres hybrides qui peuvent apparaître parfois comme étant excessivement menaçants. Elle note en effet dans son œuvre que plus la répression à l'encontre des loups-garous grandissait du côté des moldus, plus cela favorisait l'émergence chez les lycanthropes d'une haine systématique des sorciers, et cela a poussé bon nombre d'entre eux vers les forces du mal, et notamment vers Voldemort pour ce qui a concerné la Seconde Guerre des sorciers. Alors, il faut bien comprendre que les loups-garous ne sont pas devenus du jour au lendemain de véritables soldats de Voldemort, mais ils ont fait partie de ses alliés de la même manière finalement qu'un certain nombre d'autres créatures des ténèbres. Au vu des lois restrictives prises par le ministère de la Magie, les loups-garous ont commencé à se constituer en une espèce de sous-société indépendante qui répondait à ses propres règles et à ses propres lois pour échapper aux restrictions mises en œuvre par le ministère. C'est principalement à cette époque qu'émergera notamment un leader des lycanthropes en la personnalité de Fenrir Greyback, dont nous vous reparlerons dans une prochaine vidéo qui lui sera spécifiquement dédiée. Fenrir Greyback se placera assez rapidement dans les pas de Lord Voldemort. Cependant, Voldemort et ses mange-morts considèrent les loups-garous comme un peu une deuxième ligne dans la bataille contre l'ordre du Phénix. Un instar plus tard d'ailleurs des rafleurs, des détraqueurs ou des géants. Ils n'ont pas le droit d'arborer la marque des ténèbres et sont donc en réalité un peu de la chair à canon utilisée par Voldemort pour des missions qui ne sont pas dignes de lui ou de ses principaux lieutenants. Ils sont utilisés par exemple pour chasser ou terroriser des familles qui se montreraient récalcitrantes vis-à-vis des idées de Voldemort. Mais de manière assez claire, ils sont juste des soutiens, un peu encombrants, mais acceptés de force par les sorciers de sang pur et par les aficionados de la marque des ténèbres. Dans le roman, on sait que d'autres loups-garous, en plus de Greyback, se sont joints aux forces de Voldemort, mais c'est surtout Greyback qui tire évidemment la couverture à lui. Il participera même à la bataille de Poudlard où il blessera un certain nombre de sorciers et surtout il blessera très grièvement Lavande Brown qui
qui décédera peu de temps après l'attaque de ses blessures. Greyback, on le sait, sera envoyé à Azkaban en compagnie de quelques-uns de ses congénères et on ne saura évidemment pas ce qu'il se passera par la suite. Il n'apparaît pas dans les événements de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Ce qu'on sait par contre, c'est que le nouveau ministre de la Magie, le tout nouveau ministre de la Magie, Kingsley Shacklebolt, prendra un certain nombre de mesures en tant que ministre de la Magie pour adoucir le climat avec les loups-garous, de la même manière qu'il y aura tout un travail de réforme qui sera notamment mis en place par Hermione Granger sur un certain nombre de créatures magiques, et notamment au sujet du statut des elfes de maison qui sera revu par Kingsley Shacklebolt. Alors on peut dire aussi que Shacklebolt aura fait un pas de plus vis-à-vis des loups-garous en accordant pour la première fois de l'histoire du monde magique, ou tout du moins de l'histoire du monde magique moderne, parce qu'on n'a pas d'autres traces auparavant, l'ordre de Merlin première classe à Rémus Lupin, évidemment à titre posthume, pour tout le travail qu'il a pu accomplir et la manière dont il s'est battu très courageusement contre les forces de Voldemort. Alors, victime ou tueur en série? On voit bien que la frontière est pour le moins très difficile à tracer, mais finalement c'est comme à chaque fois que se pose un dilemme dans nos sociétés, la frontière est toujours très mince. Dire que les loups-garous sont des tueurs en série, cela est vrai, en un sens, mais ils ont aussi été des victimes d'un système. Il faut bien le reconnaître, ils ont été également victimes d'une répression pour le moins très forte de la part d'un certain nombre d'institutions du monde des sorciers. Ils ont été classifiés comme des créatures magiques, ils ont été donc privés de leurs droits humains. Ça a été quand même quelque chose de relativement difficile, de relativement complexe quand même pour cette communauté-là à accepter. On peut imaginer évidemment les désordres que cela a produit. Après, on perçoit aussi la dangerosité d'avoir un loup-garou dans ses contacts ou qui se balade en totale liberté les soirs de pleine lune. Bon, tout ça rentre évidemment aussi dans pas mal de considérations diverses et variées dans le monde magique, mais voilà, c'était quand même un sujet qui était très intéressant. Enfin, pour nous aussi, vraiment, ce qu'on adore avec J.K. Rowling, c'est qu'elle a la capacité de reprendre des figures extrêmement populaires, comme les loups-garous, comme les vampires. On vous parlera des vampires dans une prochaine vidéo, quand on refera des vidéos sur les créatures du monde magique, mais elle réussit finalement à transformer le mythe, et aussi quelque part à démystifier un petit peu les choses, en faisant apparaître à chaque fois le côté humain, qui peut se cacher derrière une apparence, évidemment, qui fait peur, derrière des capacités qui font peur, derrière une image maléfique de prime abord. On le voit avec Rémus Lupin, c'est quelque chose de très très bien travaillé, puisque voilà, on sent quand même qu'il y a chez Rémus Lupin quasiment que du bon, mis à part lorsqu'il se transforme, et encore que voilà, un certain nombre de potions ont permis effectivement d'améliorer la condition des loups-garous qui, effectivement, les soirs de pleine lune sont des loups, mais réussissent finalement à garder quand même leur esprit humain, et donc à ne plus attaquer comme ils le faisaient auparavant lorsqu'ils n'étaient pas sous ces potions. Donc on voit qu'il y a des solutions qui avaient été trouvées, et au travers du personnage de Rémus Lupin, on trouve finalement une personnalité vraiment extraordinaire, mais qui là aussi, lui, avait très peur de transmettre cette lycanthropie à son fils. C'est pour ça qu'il a pendant longtemps refusé l'union avec Nymphader Tonks, qu'il a mis beaucoup de temps finalement à accepter cette relation, qu'il a mis du temps à accepter le mariage, qu'il a mis du temps à accepter le fait de devenir père, parce qu'il avait peur effectivement de transmettre cette sorte de malédiction à son propre fils, et que son propre fils connaisse ce que lui a connu en étant enfant, c'est-à-dire les difficultés d'être différent dans un monde où effectivement la différence, malgré le fait qu'on soit dans le monde des sorciers, reste toujours quelque chose d'assez compliqué à gérer et à appréhender. Donc c'était vraiment pour nous une vidéo qui était très intéressante à faire. Alors évidemment, si certains d'entre vous sont intéressés par la question des loups-garous, on vous renvoie évidemment sur internet à tout un tas de choses que vous allez trouver sur la lycanthropie, notamment sur la lycanthropie clinique, qui est une véritable maladie mentale et qui est très intéressante à observer, même si pour l'instant évidemment ça pose encore quand même de très nombreuses questions pour les chercheurs et pour les scientifiques qui s'attellent à cette question-là. D'un point de vue purement historique, la question des loups-garous, c'est une question qui n'est pas prête d'être résolue, puisque personne n'arrive à se mettre d'accord. Il y a certainement, comme parfois, un fond de vérité dans toutes les légendes, mais ça reste encore quelque chose qu'il faudra déterminer, aller regarder de manière un petit peu plus, on va dire, précise dans les siècles qui viennent, parce que ce serait étonnant qu'à l'échelle d'une vie d'homme, on réussisse à avoir une réponse à cette question. Donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez en fait des loups-garous dans le monde magique. Vous pouvez aussi nous en parler évidemment dans le monde contemporain dans lequel nous vivons, ça nous intéresse aussi de pouvoir débattre de ce sujet-là, et notamment de cette maladie mentale très très peu connue qui est la lycanthropie clinique. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires quelle créature magique vous voudriez que nous puissions traiter prochainement dans nos vidéos. On a déjà quelques idées, mais on vous en dit pas plus pour l'instant, et aussi pour pas se faire chipper l'idée, mais on n'hésitera pas à vous refaire des vidéos sur les créatures magiques parce que c'est quelque chose d'intéressant, et en plus c'est une invitation qui nous est faite évidemment par l'essor de la saga des Animaux Fantastiques, dont le 3e volume, comme vous le savez, sortira
au mois d'avril 2022 avec un petit peu d'avance par rapport à la date prévue qui était, souvenons-nous, en juillet. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit like si cette vidéo vous convient. N'hésitez pas aussi à nous faire vos remarques dans les commentaires, on les attend avec impatience. Et pour tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, soyez les bienvenus. On est heureux de vous trouver sur notre chaîne et on espère que le contenu que nous publions 2 fois par semaine, voire 3 quand l'actualité le nécessite, vous plaît. Et donc on se retrouve très bientôt pour de très belles aventures tous ensemble.